Alors, ce matin, premier sujet, nous allons parler de courant atmosphérique ainsi que comment est-ce que l'environnement et l'atmosphère peut emmener de grands changements où il y a des grandes averses et des grands vents. Donc, trois mots utiles ici que l'on peut regarder. Il y a le mot ouragan qu'on utilise souvent lorsqu'on est en Amérique du Nord. Nous avons les typhons et la mousson. Ceux-ci se retrouvent souvent dans l'hémisphère nord, mais plus du point de vue de l'Asie. Donc l'Asie, l'Inde, le Bangladesh et un peu les Philippines. Donc ce sont des mots différents, mais qui ont les systèmes similaires en ce qui concerne les circulations atmosphériques. Donc voyons voir. Première chose à considérer, à savoir, OK, comment se fait-il qu'on a des grands courants atmosphériques? Alors voyons voir pour commencer. Alors, la perspective que je vais utiliser, ce sera la perspective de l'Atlantique, parce que c'est là que je vis, mais je vais parler aussi de l'océan Indien et du Pacifique un petit peu après. Donc, nous avons ici l'équateur, comme ceci. Nous avons l'Amérique du Nord, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme cela. Et de l'autre côté, il y a quelques îles de l'Europe comme ceci. Et il y a... Oh, j'ai l'impression que l'Afrique est un petit peu trop. Alors, ici, l'équateur. Je vais faire ma carte et après ça, je vais faire passer mon... Alors, l'équateur place... Voilà. Ça ici. Comme ceci. Je pense que c'est raisonnable comme cela. Et on a la Méditerranée qui est ici. Parfait. Et nous avons... l'équateur qui passe comme ça. Beaucoup mieux. Alors, lorsqu'on parle de courant marin, on se retrouve avec une planète et un équateur ici, et nous avons l'Atlantique de ce côté-ci. Alors, j'ai amené le globe terrestre ici. Des fois, ça peut aider. Donc, nous avons ici l'Amérique du Nord qui est juste ici, l'Amérique du Sud. Et nous avons de ce côté-ci l'Afrique. Et si on va vers le nord, on se retrouve avec l'Europe et l'Asie. Maintenant, si on prend l'idée que on a l'équateur, donc l'équateur, il y a une ligne, vous voyez cette ligne, la ligne elle est ici, c'est une ligne qui est plus foncée, et la ligne passe dans le milieu de l'Afrique et va ici dans le nord de l'Amérique du Sud. OK. Alors, qu'est-ce que ça ici a comme utilité? Donc, premièrement, si on prend notre petite planète, et notre petite planète tourne de ce côté-ci. Donc ça, il y a des conséquences à cela. Ça veut dire que si on regarde l'hémisphère nord, on a ici l'Asie qui a le soleil. Donc souvent on appelle ça le pays du soleil levant. La journée arrive en Europe. Et après ça, on passe et on se retrouve avec la journée en Amérique du Nord. Donc ici, on a une planète. C'est un corps céleste qui tourne sur lui-même. Mais chose intéressante, c'est que l'atmosphère est au-dessus de la surface de cette planète. Et l'atmosphère est un gaz. Donc, si nous avons une planète qui tourne dans une direction et qu'au-dessus nous avons un gaz, ça veut dire que si... Je ne sais pas si je peux... J'aurais dû trouver une petite boîte. En tout cas, si nous avons une... voyons voir. Si nous avons notre planète qui tourne comme ceci, ça veut dire que l'atmosphère qui est au-dessus ne tournera pas nécessairement à la même vitesse que notre planète, parce que c'est un gaz. Ça veut dire que par friction des gaz, lorsque la planète tourne comme ceci, il y aura un petit délai avec le gaz de l'atmosphère. Alors ça ici, ça crée quelque chose d'intéressant. Et je vais montrer ça dans mon dessin. C'est que nous avons notre planète qui tourne comme ceci, mais l'atmosphère qui est au-dessus ne tourne pas à la même vitesse parce que c'est un gaz autour comme cela. Et donc la conséquence, c'est que c'est comme si nous aurions l'impression qu'il y a un vent qui va vers l'ouest ici. Pourquoi est-ce qu'il y a un vent vers l'ouest? C'est que si nous avons notre atmosphère qui est ici, et je vais le remontrer,
nous avons ici notre planète et elle tourne. Si nous avons notre atmosphère qui est au-dessus et c'est un gaz, lorsque ça tourne, la planète commence à tourner comme ceci, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gaz qui ne sont pas liquides ou solides ici sur la planète ne tourneront pas à la même vitesse. Maintenant, les socles rocheux tournent à la même vitesse. Les océans, qui est un liquide à une masse volumique plus grande, va tourner en même temps. Par contre, l'atmosphère ne le fait pas. Donc, la planète tourne, l'atmosphère est, par friction, va vouloir tourner, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle ne tourne pas aussi vite que la planète, parce que c'est quand même un volume d'atmosphère. On se retrouve donc ici avec une planète qui tourne et qu'il y a un vent apparent vers l'ouest. Ceux-ci, on les appelle les grands alizés. Les grands alizés. Maintenant, les grands alizés changent avec les années. Quelquefois, il y a, dépendant de si la température est plus haute ou plus basse, il arrive quelquefois que il semble avoir des vents apparents qui sont plus rapides ou plus lents. Ceci arrive et je vais en parler un petit peu plus tantôt. C'est intéressant. Alors, voyons voir. Alors ici, la raison, on a ici une personne qui vient d'arriver, donc bonjour, bon matin. Je parle ce matin un peu de courant atmosphérique pour parler un peu de cette idée d'ouragan ou de typhon qui arrive quelquefois, ou les moussons qui arrivent autour de la planète. Je sais qu'il y a un grand ouragan Ida qui vient de passer aux États-Unis, donc on en parle un petit peu, mais il y a aussi en Asie qui a des moussons et des typhons qui causent des inondations et qui est difficile pour la population. Alors, lorsqu'on a notre planète qui tourne, on a des vents qui ont l'impression de passer, avoir un grand vent vers l'ouest. Mais ce qui est intéressant, c'est que à l'équateur, la température est plus chaude parce que c'est le point le plus près du soleil. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que il y a de l'évaporation. L'évaporation, comme ceci. Donc, le long de l'équateur, ici, il y a de l'évaporation qui monte dans l'atmosphère en hauteur. Et la même chose arrive ici, donc tout au long de notre atmosphère. Par contre, est-ce que vous pensez que les vapeurs d'eau peuvent aller à des kilomètres, des dizaines de kilomètres ou des centaines de kilomètres? Est-ce que la vapeur d'eau va jusqu'à la Lune? Pensons. Pas vraiment, parce qu'on a ici la gravité qui veut garder ces particules d'atmosphère près de nous. Donc, à quelque part, lorsqu'il y a de la vapeur d'eau qui est plus chaude qui vont dans l'atmosphère, éventuellement, il y a une couche et ceci va tourner comme cela, à cause qu'il y a la gravité qui garde un certain moment. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est là qu'il y a tout ce côté atmosphérique, ce côté météorologie. Et peut-être qu'ici, il y a des personnes qui regardent aujourd'hui ou regarderont dans le futur. La météorologie, elle est fantastique. C'est une science qui est imparfaite parce qu'il y a tellement de données que c'est difficile à comprendre et pouvoir prédire à long terme ce qui se passe. Alors, voyons voir ici. Pourquoi est-ce que, par exemple, il y a des ouragans à un endroit précis plus que d'autres? Voyons voir. On a ici, le long de l'équateur, une grande quantité d'évaporation et nous savons qu'il ne peut pas aller dans l'espace. L'autre chose à considérer, c'est que il y a la gravité qui garde les gaz de l'atmosphère à un certain niveau seulement. Nous savons aussi que au pôle Nord, c'est très froid, les gaz vont se condenser, ils auront une masse volumique plus grande, donc ils vont être attirés vers la planète. Donc ici, on peut voir qu'il y a d'évaporation à l'équateur, et ici, l'air se retrouvera à descendre dans le nord ici. OK. Maintenant, la chose à considérer, c'est que aussitôt que nous avons de l'air plus chaud qui arrive vers l'espace, qui est froid, l'eau qui est ici, il y a de l'eau dans l'atmosphère dessous, celle-ci commence à refroidir. Donc éventuellement, ceci va vouloir
redescendre vers notre petite planète. Donc, éventuellement, on va vouloir redescendre. Maintenant, est-ce que ça peut redescendre tout de suite près de l'équateur? Pas du tout. Parce qu'il y a trop de chaleur et il y a trop d'évaporation ici. Conséquence, qu'est-ce qui arrive? C'est que, OK, est-ce que l'air va jusqu'au pôle Nord avant de se précipiter ici? Ça ici, c'est très long. Ce sont des milliers et des milliers de kilomètres. C'est probablement, c'est une bonne question, il faudrait faire le calcul. Disons, alors la circonférence, c'est 2πr, le rayon est de 6000, ça c'est à peu près 6, c'est à peu près 36 divisé par 4, ça fait à peu près 9. Donc, c'est entre 9 et 10 000 kilomètres ici. Il y a des changements dans l'atmosphère dans ce temps-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'éventuellement, il y aura l'air qui va vouloir descendre comme ceci vers le sol. Mais chose intéressante, c'est que si on a de l'air froid qui descend ici vers le sol, lorsque ce vent descend vers le sud, parce que l'air froid qui descend ne peut pas aller dans le centre de la planète, celle-ci, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'éventuellement, va réchauffer en descendant vers l'équateur. Éventuellement, il y aura ici un peu d'évaporation et l'air qui va monter vers le haut. Donc ici, on se retrouve avec des cellules dans l'atmosphère. Et voyons voir si on peut en montrer quelques-unes ici. Je vais changer de couleur. Je sais pas si j'ai du vert aujourd'hui. Je n'ai pas de vert, donc je vais prendre du noir. On a ici de l'air chaud qui monte, de l'air chaud qui descend. On a donc une cellule qui est comme ceci. On a de l'air chaud qui monte et de l'air chaud qui descend. On a une autre cellule qui est ici, parce que l'air qui réchauffe ici ne peut pas aller dans l'espace pour toujours. Une certaine partie va aller vers le nord, l'autre va aller vers le sud. Et vous pouvez voir comment est-ce que on se retrouve avec des grandes cellules ici. Ici, on en a une autre comme cela. OK. Donc, ça, c'est une cellule. Et n'oubliez pas qu'on est en 3 dimensions. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec des grandes cellules ici, où à l'équateur, l'air monte, ça monte comme ceci, ça refroidit, ça va descendre. Et on se retrouve donc avec des cellules qui vont être comme ceci et un peu vers le nord comme cela. Donc ça, ce sont des grandes cellules. Donc on se retrouve en 3 dimensions et la même chose arrive en Amérique du Sud. OK, la question à ce moment-là est comment est-ce que ça se fait qu'on a de grandes tempêtes? Alors voyons voir ce qui se passe. Nous savons ici que lorsqu'on a une évaporation de l'équateur qui monte et qu'on va vers le haut, on a une planète qui est en 3 dimensions. Alors prenez ceci par exemple. Si j'ai de l'air à l'équateur qui est ici et qui monte vers le haut, chose intéressante, c'est que ça ne peut pas monter. Alors si moi j'ai mes 4 doigts ici, alors je vais les mettre comme ceci. Ça va donner un exemple. Si mes doigts sont distancés, lorsque je monte vers le nord, mes doigts doivent se rapprocher jusqu'au pôle nord. Mes 4 doigts ici ne peuvent pas rester à la même distance parce que notre planète est une sphère. Donc ici, il y a une mécanique des fluides qui existe. Donc peut-être qu'il y a des personnes dans le groupe. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il y a une personne ici ou d'autres personnes qui verront que lorsqu'on a une mécanique des fluides en 3 dimensions, c'est quelque chose d'intéressant. OK. Alors voyons voir. On a ici une évaporation. Nous avons une Terre qui tourne comme ceci. On a des grands alizés. Donc c'est comme si il y avait des vents qui ressemblaient à ceci. Comme cela. C'est bon. Et puis, puisque ici, on change la cellule et qu'on va vers le haut, si je me rappelle bien, on se retrouve avec des grands vents qui se retrouvent comme cela. Je sais que c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours aller voir, faire un peu de lecture personnelle, mais si vous avez une question spécifique, ça me fera plaisir de vous aider.
En passant, pour la personne qui est ici, ça me fait plaisir de te voir. Si tu as une question spécifique, n'oubliez pas de le mettre ici dans la section clavardage, ça me fera plaisir de t'aider. Et si tu as la chance de me dire d'où est-ce que tu es aujourd'hui, ici dans les Amériques ou en Europe ou en Asie ou en Afrique, ça me fera plaisir de savoir d'où tu viens. Peut-être l'Océanie, on ne sait pas. OK. Alors, voyons voir ce qui se passe. Nous avons ici de la Terre, qui est l'Afrique. Nous avons des grands vents. Il y a beaucoup d'évaporation. Et à cause de la façon que la planète est sphérique, on se retrouve à ce moment-là avec de l'évaporation qui existe ici, dans l'Atlantique. Lorsque tout va bien et qu'on a de l'évaporation, voyons voir ici. Alors j'aime bien le globe, c'est toujours une bonne façon de voir les choses. Nous avons l'équateur ici. Nous avons une évaporation. Chose intéressante, c'est que si nous avons le vent qui arrive comme ceci et même chose vers le sud ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec de grandes précipitations qui arrivent sur le continent. Pourquoi? L'eau s'évapore ici. Chose intéressante, lorsqu'il arrive, le vent arrive sur le sol, il y a moins d'évaporation, la température descend un petit peu. On se retrouve avec des pluies tropicales. Il y a de grandes pluies. Et ce sont des pluies qui sont, que l'on peut compter sur ceux-ci. C'est bon pour l'agriculture et on a ces grandes forêts tropicales qui est l'Amazonie. Maintenant, puisqu'il y a tous ces changements dans l'atmosphère, qu'est-ce qui arrive? C'est quelquefois, lorsqu'on a l'été, il fait encore plus chaud. Donc ici, on se retrouve dans l'Atlantique avec plus d'évaporation ici. Donc lorsqu'il y a plus d'évaporation, ça va, parce qu'on se retrouve avec des pluies durant l'été. Par contre, à la fin de l'été, alors que nous avons des océans qui sont plus chauds, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec beaucoup plus d'évaporation. Deuxième chose intéressante, c'est qu'il y a un grand courant marin. Oh, j'ai besoin de couleur. Voyons voir. Il y a un grand courant marin qui va comme ceci et qui va vers le nord. Comme ceci. Et le courant marin, ça s'appelle, juste parce que le courant, je pense qu'on l'appelle, j'oublie le nom. Je devrais essayer de trouver ça. C'est intéressant. Si vous avez le nom de ce grand courant d'eau marin, vous me le direz. Donc ça ici, c'est un courant marin. Et puisqu'il est ici au sud, il y a de l'eau chaude, donc il y a encore plus d'évaporation. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve ici avec de plus grandes évaporations. Et chose intéressante, c'est que cet air monte, mais lorsqu'il y a beaucoup d'air chaud qui monte, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle doit redescendre. Donc si la quantité est très 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 grande, la conséquence, c'est qu'on se retrouve avec des systèmes qui ont des centaines et jusqu'à des milliers de kilomètres. Mais puisque il y a des mouvements d'air, ceux-ci commencent à avoir une rotation qui existe. Donc moi, je vais juste aller voir quelque chose ici. J'aimerais juste savoir de la... voyons voir. OK. Alors, qu'est-ce qu'on s'est retrouvé avec Ida? Les ouragans, on peut les prédire et la raison, c'est que on peut voir l'évaporation qui commence dans l'Atlantique. Nous avons notre planète qui tourne, l'atmosphère avec les courants jets qui vont vers l'ouest, et donc on peut remarquer qu'il y a un agrandissement. Quelquefois, c'est beaucoup de pluie et ceci continue. Par contre, lorsqu'il y a une augmentation de la température des océans, que les conditions atmosphériques sont propices, on se retrouve avec une grande évaporation. Et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ceci. On a une grande partie d'eau, une grande quantité d'eau dans l'atmosphère,
qui se déplace. Et chose intéressante, c'est qu'aussitôt que cette masse va sur la Terre, il n'y a plus cette évaporation à cause qu'il y a de l'eau chaude, et donc l'eau finit par dire « Ok, c'est le temps de laisser aller ». Alors on se retrouve en Louisiane, il y a eu d'énormes pluies dernièrement, et puisqu'il y a le vent qui va de ce côté-ci, il y a la ville de New York qui a eu aussi une grande quantité de pluie qui était un peu le reste de cet ouragan Ida ici. Au Canada, quelquefois, on se retrouve dans les maritimes avec une grande quantité de pluie aussi lorsqu'on se retrouve à la fin de ces ouragans. Très bien. Donc, ceci affecte les systèmes météorologiques en Amérique du Nord à la fin de l'été à cause des températures. Maintenant, je vais parler de l'Europe ici parce que c'est toujours intéressant aussi. Nous avons ce courant ici qui est le courant du Golfe. Alors, c'est le courant marin, c'est le courant Golfe. Voilà. En anglais, c'est le Gulf Stream. Alors ici, c'est un courant marin où il y a de l'eau chaude qui va vers le nord. Mais chose intéressante, vous vous rappelez lorsque je disais qu'il y a des vents qui vont de ce côté-ci? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'air qui va comme ceci a une certaine température qui est assez chaude, mais il passe par-dessus le courant jet. Donc ici, si on est en France ou en Angleterre, on se retrouve avec un vent qui est assez tempéré. Donc, on a des hivers qui ne sont pas très froids. De temps en temps, vous avez de la neige. Quelquefois, il n'y a pas de neige. Ça arrive. Donc, ici, on a le courant marin, c'est le Gulf Stream. Merci beaucoup, chiffre alphabet. Justement, je parle un peu comment ça se fait qu'on se retrouve avec des hivers où souvent il y a peu de neige. Et la raison, c'est que ces grands courants passent par-dessus un courant chaud, qui est le Gulf Stream, et qui passe par-dessus l'Angleterre et la France et l'Espagne, le Portugal. Et donc, on a des hivers qui ont tendance à être plus chauds. Ça va quand même descendre à peut-être 5-10 degrés, mais c'est plutôt rare qu'il y a de la neige. Peut-être depuis 30 ans, il y a quelques hivers où il y a un petit peu plus de neige et cette neige fond assez rapidement. Et la raison pourquoi il y a cela, c'est que le Gulf Stream qui évapore avec cette eau chaude envoie une certaine de l'air qui est plus chaud, mais aussi des précipitations qui sont assez constantes. Donc, point de vue agriculture, pour les vins, pour d'autres aspects, c'est fantastique. Même chose pour les précipitations en montagne, pour ces glaciers et les conditions de ski. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si quelquefois il y a des changements de température ici du courant jet? N'oubliez pas que les courants atmosphériques, ce sont des fluides, donc ils bougent rapidement. Alors, vous allez dire, comment rapidement? S'il y a des personnes qui ont voyagé, vous avez peut-être remarqué que lorsqu'on part de la France et vient en Amérique du Nord, ça prend peut-être 8 heures, 8h30 en avion. Mais lorsqu'on va de l'Amérique du Nord et qu'on va vers la France, ça prend quelquefois 6h30 ou 7 heures. Ça prend moins de temps pour aller en Europe et la raison, c'est que les avions essaient de suivre ces courants d'air afin d'accélérer le voyage, mais c'est surtout pour minimiser les coûts de carburant pour voler en avion. C'est bien. Les courants marins sont des fluides, donc quelquefois ils changent de direction un petit peu, ou si la température descend, on se retrouve avec une température de surface d'eau qui est plus froide. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si c'est plus froid en océan ici, il y a quelques conséquences. Si la surface océanique est plus froide, les vents emmènent des vents plus froids. Et donc, il peut y avoir des moments ou des semaines où il fait plus froid, il y a même de la neige. S'il y a des changements qui sont plus grands et à plus grande échelle, à ce moment-là, il peut y avoir un certain temps où il fait plus froid. Donc, si on prend l'histoire de l'Europe, il y a eu certains temps dans l'histoire, dans les années 1500, il y a eu des grandes famines, par exemple. Il y a eu aussi des temps où il y avait des temps de maladie où il faisait plus froid. C'était difficile d'avoir de la nourriture. Et la raison, c'est que, selon les scientifiques, c'est qu'en changeant
les températures de surface des océans, les vents qui changent, fait qu'en Europe ici, on avait des conditions moins propices à la nourriture et donc c'est difficile à ce moment-là de pouvoir bien vivre. On se retrouve donc avec des systèmes immunitaires plus faibles, il y a des maladies qui peuvent arriver. Donc c'est intéressant de voir ça, comment est-ce que l'environnement peut affecter les conditions atmosphériques. Le dernier point que je voudrais ajouter ici, c'est qu'on a parlé ici de l'Atlantique et c'est assez étroit. La même chose arrive dans le Pacifique. Regardez la grosseur du Pacifique ici, c'est immense. Donc lorsqu'on a les grands alizés qui passent ici, ces grands alizés vont aller sur l'océan ici et si la surface, dépendant de la surface de la surface des océans, voilà, on peut se retrouver à ce moment-là avec des précipitations qui peuvent être différentes en Australie. On a vu depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup de sécheresse ici. Il y a beaucoup de sécheresse et de feux de forêt en Australie. On se retrouve avec des températures très chaudes et peu de précipitations. Mais chose intéressante, c'est que comme tout à l'heure, lorsqu'on a des vents qui vont vers l'ouest, on a ici des évaporations. Donc, on se retrouve ici, et si on regarde le globe terrestre, on se retrouve ici avec un Asie. Ici, la Chine, un peu en descendant Laos, juste parce que je veux le dire, je n'ai pas de lunettes, je ne peux pas le lire, et j'ai un peu de difficulté avec ma géographie. On a l'Inde aussi. Nous avons ces grandes moussons qui sont ici. Et si les vents sont plus forts, ce sont les typhons. Et on a l'évaporation de l'eau ici qui vont se précipiter ici. Donc en fin d'été, il y a beaucoup de précipitations et c'est pour ça que dans les nouvelles, on peut voir précipitations, des arrivées d'eau et des inondations qui sont difficiles pour les personnes. Et la raison, c'est que comme en Amérique du Nord, comme aux États-Unis, on a ces zones ici où il y a beaucoup de précipitations. Maintenant, ça ici, ça cause certaines difficultés géographiques en ce qui concerne la quantité d'eau. Parce que si nous avons ici beaucoup de précipitations, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque les vents continuent vers l'ouest, on a moins d'eau disponible dans l'atmosphère. Donc, on se retrouve avec moins de précipitations. Alors ici, on se retrouve, on arrive avec le Pakistan, on a ici Pakistan, l'Afghanistan, on a le Moyen-Orient qui est ici et le nord de l'Afrique. Et il y a ces grands déserts. Vous allez dire, oui, mais pourquoi est-ce que cet endroit, il y a des grands déserts? C'est qu'on est près de l'équateur, donc il fait chaud. Mais toute l'humidité qui avait été évaporée dans l'atmosphère, dans le Pacifique, ont été précipitées en Asie ici. Donc il y a beaucoup moins ou pas d'humidité ici, au nord de l'Afrique. Et puisqu'il fait très très chaud, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'air monte vers le haut et les précipitations se font soit dans le nord de l'Afrique ici ou un petit peu plus haut. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on retourne dans l'Atlantique et donc on recommence avec l'évaporation pour l'Amérique du Nord. Donc le fait d'avoir les grands déserts du Sahara ici qui sont au nord de l'Afrique, c'est juste, on est à un endroit où il y a moins d'humidité dans l'atmosphère. Alors ça, c'est une difficulté pour eux ici. Et on parle beaucoup de changement climatique, la température globale augmente. Ça veut dire que le long de l'équateur ici, il y a une augmentation des évaporations. Et donc, lorsqu'on arrive sur Terre, oui, il y a plus d'eau, plus d'inondations, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve ici avec peut-être la même quantité d'humidité, mais puisqu'il fait très chaud, l'humidité reste dans l'air et donc on se retrouve avec des espaces comme le Sahara qui ont une désertification qui augmente avec le temps. Donc c'est intéressant. Alors c'est ça. Alors chiffre alphabet, je suis content que tu sois avec nous aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Moi je commence les classes mardi, le 7 septembre, donc je vais commencer à parler avec mes élèves et je vais proposer aux personnes de venir. Donc, il devrait y avoir un petit peu plus de personnes le samedi. Mais c'est un plaisir de voir que tu viens. Tu es une des personnes qui vient à chaque semaine et j'apprécie énormément cela. Est-ce que tu aurais une question ce matin
En ce qui concerne les sciences, donc j'aimerais te donner la chance de pouvoir poser une question si tu as une question cette semaine. Et moi, je vais prendre un petit peu de café ce matin. Donc, voyons voir. Donc, je ne vois pas les commentaires tout de suite. J'ai un délai de 30 secondes ici pour voir. Alors, voyons voir. Alors, c'est ça. Donc, petite planète, cellule, ouragan, typhon. Et on a même parlé pour toi. Comment est-ce que ça se fait qu'il y a des moments où c'est plus sec? Je sais que, si je me rappelle bien, dans les années, je pense que c'est en 2004 ou 2005, il y a eu des très grandes sécheresses en France. C'est très difficile quelquefois pour vous aussi. Et on espère bien sûr que tout aille bien. C'est pour ça que ce côté de changement climatique, on peut voir que ce n'est pas quelque chose qu'on peut seulement faire à petite échelle chez soi, mais c'est une situation globale. Donc, il faut trouver des façons pour y réfléchir. Voilà. Donc, je pense que ça va. S'il y a des questions supplémentaires, vous les mettez dans les commentaires une fois que je publierai la vidéo et ça me fera plaisir de répondre à ceux-ci. OK. Donc, voilà. Quelle heure est-il? 10h30, c'est fantastique. Donc, je vais effacer ceci. Alors ici, chiffre alphabet, si tu es intéressé, il y a quelques sites internet qui montrent le courant jet. Le courant jet, c'est ce grand courant d'air qui va d'est en ouest et que les avions utilisent pour accélérer les voyages. Il y a quelques sites web où on peut avoir des données, des mouvements atmosphériques. C'est toujours intéressant de voir ça. J'ai essayé de le présenter aujourd'hui, mais à cause des droits d'auteur et autres situations, je ne veux pas que les personnes soient fâchées que je montre leurs données. J'ai décidé de ne pas le montrer aujourd'hui. OK. Alors, c'est bien. Nous allons passer à un autre sujet en attendant les questions que vous avez possiblement. Donc, nous avons les champignons ici. Alors, ce matin, je suis allé prendre une grande marche à l'extérieur et il y avait, près de chez nous, il y a quelques personnes qui font du tai chi. Et puis, lorsque je finissais ma marche, ils terminaient leur session et on parlait du fait que c'était une superbe journée ici en Ontario. On se retrouve dans le coin de Toronto où il fait peut-être 18-20 degrés ce matin. C'est fantastique. Et on parlait du fait que il y a un petit marché qui a lieu tous les samedis. Donc moi, aussitôt que j'ai terminé, donc présentement à la maison, il est 10h30. Donc je vais aller au petit marché. Il y a un comptoir de champignons. Et on a commencé à parler au fait que c'est toujours intéressant d'avoir une variété de ceux-ci. Lorsqu'on va au marché, il y a, au marché à l'épicerie par exemple, il y a souvent un certain type de champignons, mais au marché ici, il y a quelqu'un qui les fait pousser pas très loin de chez nous, c'est local. Et puis, j'espère pouvoir avoir quelques champignons portobello ainsi que shiitake pour faire des repas cette semaine. Mais quel est le rôle de ces champignons? C'est ça que je veux parler avec vous aujourd'hui. Donc, si on prend un arbre ici, je vais discuter du fait que je n'ai pas de verre, c'est fantastique. Donc, prenons un érable à l'automne. Lorsqu'on a un arbre comme ceci, il y a bien sûr comme ceci, il y a des êtres humains et des animaux. Voilà. On a le cycle de vie, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les producteurs. Ce sont des plantes et des organismes qui utilisent l'énergie du soleil, les gaz de l'atmosphère ainsi que l'énergie du sol pour pouvoir pousser. Il y a les consommateurs qui consomment soit d'autres organismes et bien sûr des plantes pour avoir de l'énergie pour bien manger. Donc il y a des personnes qui vont manger des plantes exclusivement. D'autres vont manger une variété de plantes et d'autres sources de protéines, bien sûr.
Mais à la fin de la vie, chose intéressante, donc une fois que celui-ci a terminé sa vie, en passant, un arbre ne meurt pas de vieillesse. Ce qui est intéressant, un arbre ici va pousser jusqu'à ce que la gravité fait que c'est trop pesant, il va casser. Ça peut être la foudre qui va arrêter la croissance. Ça peut être aussi des insectes ou une maladie pour l'arbre. Aussitôt que celui-ci meurt, donc comme ceci, comme cela, ce qui va arriver, c'est qu'il y a certaines choses qui vont arriver. Premièrement, celui-ci ne croît plus, donc son système pour se protéger des insectes de l'extérieur ne sera plus existant. Donc il y aura des insectes ici, des vers, comme ici, qui vont commencer à manger les sources organiques de cet arbre ici. Et chose intéressante, c'est que ça fait partie de ce qu'on appelle les décomposeurs. Ces insectes et les vers vont manger le bois, les feuilles, jusqu'à ce qu'ils vont manger ceux-ci. Et avec leur digestion, ils auront des excréments. Et ces excréments seront des grandes molécules, soit de cellulose ou autres, qui seront digérées et remis dans la nature. Donc ça, c'est une façon de le faire. Il y a dans les organismes, ça va briser mécaniquement, comme nous avec nos mâchoires, certaines fibres. Il y a une digestion chimique de ces grandes molécules et il y a les excréments qui vont arriver. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi les champignons. Et les champignons ici, ce qui est intéressant, c'est ce sont des organismes qui font partie de ce grand groupe de décomposeurs qui, eux, vont prendre les déchets de la digestion des insectes et des vers et vont prendre aussi de l'énergie qui vient ici des arbres, par exemple, ou même d'autres organismes qui meurent, et ils vont prendre cette énergie et chimiquement, ils vont changer la chimie ici changer la chimie qu'il y a dans les sols. Et ça fait partie d'avoir de l'humus ou cette partie du sol qui est riche en matière organique. Donc les champignons sont intéressants parce que, premièrement, ils font un travail de recyclage de notre planète, donc c'est très important. On a plus de 7 milliards de personnes sur la planète, donc il faut recycler les matières. Et autre chose, ça nous permet bien sûr de pouvoir avoir une source de nourriture. Mais il faut faire attention, parce que ce n'est pas tous les champignons qui sont comestibles. Et la raison pour cela, c'est que certains champignons vont soit se concentrer sur certaines molécules dans le sol, et certaines molécules peuvent, à grande concentration, être toxiques pour nous. Il y a bien sûr certains champignons qui, afin de se protéger des organismes qui les mangent, vont avoir soit une substance gluante par-dessus, ils vont avoir des molécules dans leur structure qui fait que ça donne un mauvais goût. Comme ça, les animaux, les personnes ne les mangeront pas. Et ça, c'est une question sur des molécules qui sont toxiques lorsqu'il y a des grands volumes. Alors, les champignons, c'est quelque chose qui est fantastique. Donc, si on prend, il y a bien sûr les petits champignons. Donc, ici en Amérique du Nord, quand moi j'étais petit, c'était surtout des petits champignons comme ceci, très simple. Ils étaient blancs. Éventuellement, il y en a eu des blancs et ceux qui étaient bruns aussi. Par contre, lorsque je suis arrivé à Toronto, lorsque j'étais à Montréal, avec les années 80, 90, 2000, on a eu une augmentation de l'immigration ici au Canada. Et il y a eu une demande pour des choses qui sont différentes. Donc, il y a certaines personnes qui peut-être connaissent ces grands champignons portobello qui sont fantastiques lorsqu'ils sont très grands. Ici, il y a des personnes qui aiment bien en faire des burgers on met des ingrédients à l'intérieur, c'est fantastique. Surtout pour ceux qui ne mangent pas de viande, c'est une façon intéressante de pouvoir manger. Il y a bien sûr, voyons voir, juste parce que je veux le dessiner,
il y a certains petits champignons. Moi, j'aime bien les shiitake. Shiitake comme ceci. Les shiitake sont très intéressants. Ils prennent plus de temps à pousser. Par contre, ils ont une texture fantastique lorsqu'on les fait cuire et on les met dans la nourriture. Donc, il y a une certaine résistance lorsqu'on les mange. C'est fantastique. Il y a d'autres champignons que je ne connais pas. Donc, à chaque fois que je vais au marché, j'essaie un nouveau. Je ne suis pas une personne qui adore les champignons, mais c'est quelque chose qui fait partie de l'alimentation. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'ils font partie de ce groupe d'organismes qui aident à la décomposition des matières organiques afin de recycler les matières. Et ça, c'est important. Alors ici, on a Chiffre Alphabet qui nous pose une question. Comment sont créés les diamants? Ah, ça c'est intéressant comme question. Voyons voir. Donc, ça sera notre troisième question aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit peu de chimie juste pour parler un peu de quelle est la composition du diamant et je vais parler de comment est-ce que l'on peut faire la croissance de ceux-ci. Parce qu'il y a des diamants qui sont naturels, mais il y a aussi des diamants synthétiques qui existent. Donc, le diamant, c'est fait de carbone. De carbone comme ceci. Donc, vous allez dire, est-ce que j'ai déjà vu du carbone? Bien sûr. Lorsqu'on fait brûler du bois, par exemple, on a ce qu'on appelle la suie comme ceci. C'est une petite poudre qui est très noire, qui va dans les cheminées ou qui est sur le bois dans le feu de camp. La suie, c'est une grande concentration de carbone comme cela. De la même façon que si on prend les combustibles fossiles, vous savez, le pétrole est noir. Il y a une grande quantité de carbone dans celui-ci. Maintenant, chose intéressante, si on prend le CO2 comme cela, le CO2 c'est fait avec 2 molécules d'oxygène et un atome de carbone. Si on prend le méthane, on a le carbone ici et il y a 4 atomes d'hydrogène qui est autour. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec le carbone qui peut faire 4 liens avec des atomes d'hydrogène et qui peut faire 2 liens avec les atomes d'oxygène. Donc on peut voir qu'il y a en tout 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Le carbone peut faire 4 liens avec d'autres atomes autour en utilisant les électrons. Donc ça, c'est important. Très bien. Lorsqu'on a ici le CO2 comme cela, il y a des électrons. Voyons voir. Et les électrons ici sont partagés comme ceci, ensemble, très fortement utilisés. C'est pour ça que le CO2 est un gaz qui se retrouve dans l'atmosphère et qui est assez stable. Les électrons sont entre eux, sont gardés fortement ici entre les atomes. Dans ici le méthane, on se retrouve avec des liens, mais c'est un petit peu moins fortement lié. Et la raison, c'est que si on prend le méthane, qui est un gaz qui est inflammable, mettre un petit peu d'oxygène et un petit peu d'énergie, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec du feu, une flamme. Donc, ceux-ci vont briser comme cela. On réorganise la chimie. Le carbone va avec l'oxygène, on a du CO2. L'oxygène va avec l'hydrogène et on a de l'eau, H2O, plus beaucoup d'énergie. Donc, c'est une molécule qui est un peu moins stable parce que les électrons, même s'ils sont gardés entre ces molécules, si on donne un petit peu d'énergie, peuvent briser la molécule. OK. Les diamants maintenant. Les diamants, ce qui est intéressant, c'est que les diamants sont faits exclusivement de carbone comme ceci. Alors, on a un carbone qui est comme ceci,
Pour faire un diamant, alors celui-ci, on a mentionné qu'on peut faire un carbone ici peut faire 4 liens différents, mais chacun de ceux-ci peut avoir 4 carbones. Et ici, la même chose, 1, 2, 3, ici 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que premièrement, chaque carbone va se lier à un autre carbone. OK. Puisque ce sont les mêmes atomes, le carbone ici veut garder leurs électrons aussi fortement. Donc, une fois qu'ils sont organisés de façon stable, ça devient un solide qui est très, très, très dur. Et la raison, c'est que tous les atomes de carbone qui sont liés ensemble permettent d'avoir un solide qui est dur. Je vais aller chercher un exemple ici. Donc ça ici, c'est un cristal de quartz. Ici, c'est fait de silicium et d'oxygène. Et on peut voir que si les conditions sont fantastiques, il peut y avoir une forme qui est parfaite, une forme cristalline qui est fantastique. Alors, il arrive que lorsque les conditions sont fantastiques, on se retrouve avec un regroupement d'atomes de carbone qui existe ici. Maintenant, c'est ça. Lorsque ceci se forme, disons qu'il y a les conditions fantastiques, on va se retrouver avec une forme géométrique comme ceci. Ça, c'est la forme du cristal du diamant. Et bien sûr, lorsqu'on les taille, on va les couper ici. Comme ça, on a la base d'un diamant ici, la base d'un diamant vers le bas. Pour faire ceci, il y a quelque chose qui est important. On a besoin de conditions où que, avec le temps, chaque carbone peut aller s'ajouter un à l'autre pour pouvoir former une forme cristalline parfaite. Mais pour faire ça, il faut trouver un moyen que si le carbone est dans d'autres molécules, il faut avoir une pression ici et une température. Une pression et une température qui sont très élevées. Ils sont très élevés parce qu'on a besoin de la pression et de la température pour pousser ensemble ces atomes de carbone et repousser les autres choses qu'on ne veut pas. Lorsque les conditions sont parfaites, que la pression est parfaite, que la température est parfaite, on se retrouve avec un diamant qui sera parfait, qui sera du calibre pour faire des bijoux, par exemple. Si la pression n'est pas aussi bonne, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsqu'ils vont essayer de mettre ensemble ces atomes de carbone, quelquefois, il y aura il peut y avoir des morceaux de l'environnement, et on appelle ceci des inclusions, comme cela. Et ces inclusions sont dues au fait que lorsqu'il y a eu ce diamant qui a été fait, il y a une particule qui n'a pas été exclue de ce diamant. Maintenant, les diamants qui ont des très 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 petites inclusions, on peut les utiliser en bijouterie. S'il y a trop d'inclusions, ou qu'il y a d'autres molécules, d'autres atomes, fer, magnésium ou autres, qu'est-ce qui va arriver? C'est que on se retrouve avec des diamants qui existent, qui seront très durs, mais qui ne seront pas brillants et transparents comme les personnes veulent sur les bijoux. Et ça, on se retrouve avec ce qu'on appelle des diamants industriels. Un diamant masculin. Et les diamants industriels, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on prend ces cristaux de diamants et on finit par les broyer à une grosseur que l'on veut pour faire des scies ou autres aspects. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Diamants industriels, c'est bien. La question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver ces diamants sur notre planète? Et donc ça, c'est intéressant. Parce que j'aime bien la géologie, donc je vais expliquer qu'est-ce que c'est.
Donc, puisqu'on a besoin d'une très grande pression et température, habituellement, ces diamants ne sont pas immenses. Ils vont être très petits parce qu'il faut, avec le temps et la pression, que l'on puisse déplacer ces impuretés pour faire les cristaux. Donc, où est-ce qu'on trouve la pression et la température nécessaires? C'est dans la croûte terrestre. Donc, voyons voir. Chiffre alphabet, c'est fantastique. Tu te retrouves presque avec un tuteur de sciences qui est disponible pour toi chaque semaine. Donc, c'est fantastique. Et peut-être que tu es un prof, je ne sais pas. Mais j'apprécie que tu sois avec nous. Alors, nous avons ici notre planète. On a notre croûte terrestre. Et donc, il y a certains endroits où on va avoir assez de pression, assez de température et avec la bonne, comment je pourrais dire ça, la bonne chimie, donc les composants pour faire des diamants. Mais puisque ceux-ci sont très en profondeur, qu'est-ce qui arrive? C'est que pour les avoir en surface, quelquefois il y a des petites craques. Donc je vais changer la dimension. Disons que c'est un endroit ici où il y a une pression et une température. Il y a quelquefois une fracture dans la croûte terrestre. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que cette fracture fait baisser la pression. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que cette baisse de pression ici fait que ici, même si c'est solide, va avoir une expansion rapide, un peu comme un volcan. Une expansion rapide va suivre ceci et il va y avoir une explosion qui va monter comme ceci et ça va retomber vers le bas. Donc, ça va faire comme un cône comme ceci où il y a beaucoup de gaz et de matière et ça va retomber ici. Donc, si on regarde des mines de diamants, les personnes qui font des mines regardent des relevés géophysiques et essaient de regarder, ça ressemble à un cercle. Et c'est comme ça qu'il y a peut-être une quarantaine d'années, on a dit, il y a des cercles qui sont intéressants au nord du Canada. Et on a commencé à avoir des mines de diamants au Canada. Il n'y en avait pas avant, parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait des diamants disponibles partout à travers le monde. Donc au Canada, maintenant, nous avons des diamants. Maintenant, il y en a aussi en Russie et il y en a aussi en Afrique. Maintenant, si on se rappelle, il y a une grande explosion. Donc ici, s'il y a des glaciers durant un air de glaciation qui passe, ça va découvrir cette zone où on a, maintenant c'est revenu des roches à cause que c'est des millions d'années, et il y a des petits diamants qui sont à l'intérieur et il s'agit d'aller les chercher. Quelquefois, lorsque cette glaciation est passée, on a des diamants qui sont ici, qui sont un petit peu éparpillés partout plus loin. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en Afrique lorsqu'on a commencé à remarquer qu'il y avait des diamants. On pouvait les trouver dans les rivières parce que c'est des diamants qui avaient été érodés de ces systèmes qui arrivent ici. Donc ça, c'est le côté géologique des diamants.